Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être présent aujourd'hui avec vous. Avant que nous commencions notre discussion avec Hajar, Antonin et Olivier, j'aimerais d'abord peut-être, est-ce que Jean-François, tu pourrais prendre le micro et j'aimerais demander à des personnes dans la salle, on va prendre 4-5 minutes pour se poser ensemble, et j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce que ça vous évoque, vous, lorsqu'on met ensemble les mots d'économie et de vivant? Voilà. Vous décidez de répondre comme vous le souhaitez, de votre point de vue. On ne cherche pas des définitions ou des réponses académiques, scientifiques, expertes ou autres. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que vous évoque ce thème-là? Et puis même, pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui? Et voilà, quand vous parlez, vous pouvez donner votre prénom. Vous ne vous présentez pas, juste votre prénom. Oui, Philippe, ça fait penser aux ressources et donc à la biodiversité. Et je suis venu ici parce que je trouve que le thème et le programme sont particulièrement d'actualité. Merci Philippe. Est-ce que d'autres personnes veulent prendre la parole? Moi, ça m'évoque les services écosystémiques, qu'ils soient marins ou naturels, et comment est-ce qu'on fait pour les valoriser, pour comprendre toutes leurs valeurs pour les générations à venir. Merci. Et votre prénom, c'est? Christophe. Christophe. Merci Christophe. Bonjour Guillaume. Moi, je me demande très candidement à quel moment on a pensé que ça devait être séparé. Merci Guillaume. Il y a derrière, ok, allez-y, puis après on va passer, il y a 3 personnes. Jacques, moi effectivement, ça m'évoque le fait qu'il s'agit de 2 systèmes qu'on a l'habitude d'étudier séparément, alors que c'est en fait 2 sous-systèmes d'un super système. C'est-à-dire que finalement, l'économie, c'est pour modéliser les échanges entre les hommes. Les hommes font partie, en fait, sont des éléments vivants qui, comme on disait, bénéficient de services d'autres systèmes autour d'eux et se contenter avec l'économie de décrire finalement les interactions qui se passent à l'intérieur d'un sous-système en se foutant des autres qui interagissent avec celui-là, ça permet. Là, on ouvre le débat effectivement pour pouvoir être plus large dans la description du fonctionnement du monde. Bah, très bien, c'est génial. Il y avait une personne là-bas, il y avait une femme là-bas, il y a une autre femme là-bas. Et quand je dis femme, c'est important. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les premières personnes à avoir levé la main sont des hommes. Et on sait très bien que dans l'espace public, les hommes ont plus de facilité à prendre la parole que les femmes. Loin de moi l'idée de culpabiliser les hommes qui ont levé la parole, mais soyons toutes et tous ensemble garants du fait que chacune et chacun puisse s'exprimer en ayant conscience des biais qui existent et des mécanismes qui existent pour la prise de parole publique. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir rappelé ça. Moi, je suis Sarah. Un peu dans la même ligne de ce qu'a dit Jacques, je trouve que économie et vivant, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment les articuler. Ou plutôt, on considère que le vivant n'est qu'une ressource et finalement, on occulte un peu ce caractère justement vivant. Et c'est un rapport qu'on n'envisage que dans un sens, c'est-à-dire une ressource au service de l'économie. On ne sait pas vraiment les faire fonctionner de manière à ce que chacun puisse bénéficier de l'autre sans écraser l'autre. Merci beaucoup. Derrière, il y avait la main. Bonjour, je m'appelle Nathalie et je suis ravie d'être ici aujourd'hui et je remercie Dorothée et tous les organisateurs pour cette journée qui promet d'être très riche. Économie et vivant, ça me fait penser finalement à une chose simple, c'est que l'économie a artificialisé notre rapport au vivant et sans doute avec 2 facteurs qui sont très importants, c'est le rapport au temps et le rapport à la monnaie. Donc j'espère qu'on va aborder ces thèmes aujourd'hui parce que je pense que ça va participer à l'artificialisation et à tous les dégâts qu'on déplore maintenant. Merci Nathalie. On va prendre encore 3 dernières prises de parole et vous inquiétez pas, vous allez pouvoir reprendre la parole tout à l'heure. Voilà, donc j'avais vu, il y a le monsieur qui avait levé la main là, avec juste en face de moi, le jeune homme. Je crois que là-bas, vous aviez levé la main aussi, ou pas du tout? Non? Voilà, 2, Benjamin, et puis 3, et puis on passera avec les intervenants. Bonjour, Hubert.
en association avec le terme économie vivant, ça m'évoque quelque chose de vertigineux, c'est la privatisation qui a lieu de certains organismes notifiés. Quelque chose qui prend à tout prix, essayer de l'enrayer. Il y a d'autres domaines où c'est possible, que je connais par exemple en informatique, les algorithmes ne sont pas la propriété, ou certains, mais il y a encore beaucoup de choses dans une communauté ouverte du domaine public, alors que dans les firmes qui s'occupent du vivant, qui brevettent du vivant, là, je crois qu'il y a un danger très grand qu'il faudrait prendre plus en compte. Merci beaucoup. Ce que vous évoquez, je ne crois pas qu'on va l'évoquer aujourd'hui, c'est notamment les questions qui entourent la propriété intellectuelle et les dégâts que cause, j'assume mon terme, les dégâts que cause la propriété intellectuelle dans notre conception en fait, des rapports marchands et des rapports non marchands. Mais je ne crois pas qu'on va en parler aujourd'hui, sauf erreur de ma part. Mais par contre, on peut le mettre dans une boîte, d'une part pour en discuter pendant les pauses et pendant le repas, et d'autre part pour organiser peut-être la fête de la propriété intellectuelle l'année prochaine. Benjamin? Mais en deux mots, moi, ça m'évoque la scission nature-culture, donc la période des Lumières. Merci. Et une dernière question, remarque, et puis après une courte intro de ma part, je vais laisser la parole à mes intervenantes et intervenants. Devant, on avait Jean-François, on a justement. Juste, celles et ceux qui voulaient prendre la parole, vous allez pouvoir prendre la parole tout à l'heure. Jean-Guillaume, pour moi, l'économie est distordue par le principe de rareté. C'est ça qui valorise les choses, alors que l'écologie est justement un principe de profusion pour lequel, avec le système marchand de la rareté, on est en train d'épuiser ça. Merci beaucoup. C'était très, très riche. J'avoue qu'à 9h15, je ne m'attendais pas à autant de réactions de votre part. Et vous voyez la valeur que ça a, c'est que, et je vais enchaîner ensuite, mais moi j'adore aider à organiser des conférences on organisées, pas uniquement pour mettre en valeur les points de vue des intervenants et des intervenants, mais c'est qu'en fait, dans cette salle, on pourrait faire une conférence toutes et tous ensemble et vous aurez plein de choses à apporter. On va enchaîner. Moi, j'aimerais, tout à l'heure, lorsqu'on s'est réunis, Olivier, Arnaud et Hajar, pour se présenter tous les quatre, j'ai fait un lapsus. J'ai dit à Olivier, Olivier m'a fait remarquer que j'ai fait un lapsus. J'ai dit que j'aimerais bien l'entendre sur comment est-ce qu'on prend en compte l'économie dans le vivant, et pas le contraire. Je vais demander de réagir dans quelques secondes, plutôt sur le contraire. Mais avant ça, j'aimerais savoir, est-ce que le terme de crématistique, ça vous parle? Oui. Non? Pas trop? Je vais faire très simple. Aristote, il n'avait pas que des qualités. Mais Aristote, en fait, dans un de ses livres, il distingue ce qu'il appelle l'économique de la crématistique. Et je vais vous lire un très, très court passage, parce que je suis très nul pour retenir par cœur les phrases. On peut se demander si l'art d'acquérir la richesse, la crématistique, est identique à l'art économique, oikonomike en grec, ou s'il en est une partie ou l'auxiliaire. On voit clairement que l'économique n'est pas identique à la crématistique. Il revient à ce dernier de procurer, à l'autre d'utiliser. Quel autre art que l'économie s'occupera de l'utilisation des biens dans la maison? En fait, Aristote distinguait l'économique, qui était finalement l'art de pourvoir au bien-être du foyer, oikos, de la crématistique, qui était l'art d'acquérir de manière illimitée des richesses. Et moi, je trouve que c'est intéressant de reposer ces définitions-là, ces concepts-là. L'idée, ce n'est pas de s'embourber à du éternel dans des définitions. Mais c'est quand même l'économique, en tout cas d'après Aristote, est circonscrit de manière très claire à l'échelle du foyer. Et dans les textes que j'ai pu trouver, il y a une relation très forte entre l'art économique et le respect de la nature. Alors certes, chez Aristote, il revenait au chef de famille, l'homme, de pourvoir, de s'occuper de l'art économique. Mais je trouve intéressant d'introduire cette distinction, puisqu'on a
on a tendance, et d'ailleurs, à opposer économie et vivant, mais si on en revient à la manière dont ça a été défini il y a 2500 ans, il n'y a pas vraiment d'opposition. Je voulais introduire cette table ronde par ces éléments-là, et si vous tapez économique et climatistique sur des moteurs de recherche, DuckDuckGo par exemple, ou Quant si vous voulez, vous pourrez trouver tout un tas d'informations sur ce sujet. Olivier, merci de nous faire l'honneur de ta présence. Tu es directeur des synthèses économiques chez Xerfi. J'aimerais que tu partages avec nous et avec le public finalement ton regard critique sur cette relation économie-vivant. Aussi au téléphone, tu avais plein d'idées et j'aimerais que tu les exprimes comme tu avais les exprimer. On est dans un cercle de confiance ici. Alors, merci de me faire passer après Aristote. Je vois qu'on passe par ordre d'âge décroissant. Donc, on commence par Aristote, ensuite c'est moi. Oui, alors, bon, discours critique sur l'économie, ce serait à la fois trop vaste et j'allais dire une porte ouverte. Je pense qu'ici, tout le monde est convaincu à la fois du fait que l'économie et les lois économiques ne respectent pas un principe d'encastrement dans les lois de la biosphère. Tous ces éléments-là, on va dire, je vais les évacuer parce que j'imagine, et d'ailleurs je le vois à travers les interventions, ils sont là, ils sont connus. Moi, je vais plus réagir par rapport à ce qui a été dit au démarrage, qui est de dire, au fond, on a un problème de politique transformative dans des délais très courts. Et est-ce que les outils dont on s'empare aujourd'hui sont en mesure de s'attaquer à cette question de la transformation et de les régler dans les délais qui sont les nôtres? Moi, je reste sur un traumatisme, peut-être comme beaucoup d'entre vous, qui est le dernier rapport Tirole-Blanchard, qui me dit que les choses ont très peu évolué. Je vois un rapport qui s'assume comme science dès l'introduction, qui dit on assume de fonctionner en science repliée sur elle-même, sans ignorer pour autant les apports des autres sciences. Et à partir de ce corpus, nous sommes en mesure de donner des principes d'action dont visiblement Macron raffole, le principe pollueur-payeur, qui serait un peu la clé de tout, et qui résumerait et qui pourrait s'emparer de la question du vivant, qui est une question extrêmement vaste. Donc, puisqu'on me demandait une punchline, j'ai proposé un peu, puisque je remplace au pied levé, j'ai dit, au fond, est-ce que notre corpus d'action et de connaissances n'est pas la première externalité négative sur l'environnement? Un corpus qui évacue la question du vivant, etc., on l'a dit. Dont on sait, et il suffit de regarder le rapport Tirole, que la clé de tout, c'est ce qui a toujours été au cœur de l'économie utilitariste, c'est-à-dire jouer sur le signal prix pour régler un problème. Là aussi, je passerai vite, on sait, hein, je ne vais pas développer cette vision hayekienne. Elle a ses légitimités, on voit très bien ce qui va derrière. Derrière, c'est de dire au fond, est-ce que chacun de vous, vous êtes capable de décrire le projet de société qui va avec ce que l'on souhaite? Et au fond, ce que proposent ces gens, c'est, à travers la main invisible, de produire une sorte de schéma ou de projet de société lui-même invisible, que l'on ne soumet jamais à débat d'ailleurs, mais une sorte de mécanique souterraine qui se met en place. Et au fond, on n'a pas besoin ni de la biologie, ni des sciences du vivant, ni etc. Ça va se faire de manière invisible. Alors, ce qu'ils appellent de manière démocratique, c'est qu'au fond, il n'y aura pas un espèce de grand Manitou qui va nous imposer sa vision qui peut-être est erronée et dont on maîtrise très mal. L'empreinte carbone, c'est un problème extrêmement compliqué, beaucoup trop complexe pour que les cerveaux s'en emparent. Et donc, au fond, la question de l'environnement est ramenée à un paramètre unidimensionnel, parce que ça aussi, c'est le péché mignon de l'économie, c'est le principe de l'effet lampadaire. Au fond, la notion de carbone, d'émission, c'est ce que je mesure le mieux. Je pense que je sais désigner le pollueur, et que si je mets un coup sur chacun des pollueurs tout au long de la chaîne, tout ça va créer un schéma vertueux qui va remonter jusqu'au consommateur, modifier les comportements, etc., etc. Et donc, au fond, puisque je sais mesurer, eh bien, c'est la seule question que je vais traiter. La question déjà de la biodiversité, c'est beaucoup plus compliqué, donc finalement on l'évacue. Et la question écologique et la question du vivant, on n'est ramené qu'à ça. Je vais juste souligner, parce que je sais qu'on a 5 minutes, les deux implicites qui sont, pour moi, de la doctrine pure, de la croyance pure, quasiment on est sur l'effet magique, c'est-à-dire ce corpus qui se veut scientifique.
au fond, à deux croyances non démontrables et non démontrées. La première, c'est au fond, puisque je crois au jeu des prix, je crois aux effets de substitution. Je vois le monde comme possédant des technologies propres, non émettrices, et des technologies non vertueuses au carbone. Et au fond, ce passage, ce basculement, d'ailleurs, je ne sais pas dans quel délai, puisque je n'introduis pas le temps dans mon modèle en général, s'opérera automatiquement. On a un menu de choix qui permettrait d'arbitrer entre les deux. On sait que c'est faux. On sait que c'est faux aujourd'hui, qu'on prenne l'aviation, qu'on prenne le fret maritime, etc. Enfin, on pourrait voir toute une série de zones où cette option de substitution n'est pas accessible. Elle n'est pas accessible aussi pour des questions de contraintes de revenus des agents qui vont rester bloqués sur des technologies, etc. On sait tous les freins qu'il y a à ce jeu de substitution. Je vais prendre juste par rapport à cette croyance, on vit aujourd'hui un choc sur l'énergie. On voit ce qui se passe quand on a un choc sur l'énergie. Pensez qu'il va y avoir une sorte de trajectoire vertueuse qui fait que c'est finalement ceux qui utilisent le plus d'énergie qui, au bout du compte, auront les prix les plus élevés et que le consommateur, ce n'est pas du tout ce qui se passe. On voit que quand on a un choc sur l'énergie, on a de telles interdépendances, de telles empreintes aujourd'hui extrêmement complexes, c'est tout le système de prix qui se déporte et qu'on n'est pas absolument sûr, au bout du compte, qu'on aura des signaux de prix relatifs qui sont ultra efficaces. Et je regarde, voilà, si je n'ai pas de croyance et que je regarde ce qui se passe aujourd'hui, quels arbitrages je vois? Je vois des individus qui ne renoncent pas forcément au transport, en revanche, qui vont se reporter sur des biens low cost, qui vont faire des économies, etc. Et l'objectif écologique n'est absolument pas le résultat de ce type d'arbitrage. Je voudrais aussi introduire une deuxième subtilité, mais elle est extrêmement importante parce que ces mêmes théoriciens nous ont parlé de ce qu'on appelle les marchés duaux. Le digital, qui est un secteur économique qui a une phase gratuite et une phase payante. Donc, imaginons, on sait que demain, l'industrie numérique va émettre plus de carbone que l'ensemble du parc automobile dans un horizon de 5 à 10 ans. Imaginons que je sache taxer toutes ces fermes de data, etc., en amont. OK. Imaginons, parce qu'on en est très, très loin, évidemment. Au bout du compte, est-ce que le consommateur va être touché? Qui est touché par cette hausse du coût? Le prix va transiter par la publicité, va se diffuser à l'ensemble des biens. Où est le signal prix vertueux au bout du compte? Là, j'ai l'exemple type d'un secteur étudié dont on sait pertinemment que nous ne connaissons pas la taxation qui permet aujourd'hui de modifier le comportement d'un utilisateur qui n'a absolument pas conscience que le coût énergétique de son utilisation du smartphone représente 2000 fois le coût de l'utilisation de sa tablette. Donc, on a une somme de choses de ce type. Quand on est conscient de l'urgence, est-ce que cet outil, est-ce que lorsqu'on essaie de regarder honnêtement, est-ce qu'on est convaincu que cet outil fonctionne de manière efficace? J'ai insisté sur ce point-là parce que là, on est vraiment sur vraiment un énorme problème. Je termine sur la deuxième croyance folle, à mes yeux aussi, quasi magique, qui est de dire, si je mets la taxe, en plus, ça favorise l'innovation. Forcément, les entreprises qui sont sur des technologies au carbone, elles investissent, elles font de la recherche, etc. Derrière, on a une vision de l'innovation qui, moi, m'horripile personnellement, qui est d'une candeur totale, une méconnaissance totale de ce qu'est l'entreprise et de ce qu'est l'innovation en entreprise. Imaginez que l'acteur privé investisse dans les technologies pour répondre à ce problème. Non, une entreprise, quand elle innover, pour elle, ça veut dire effectivement trouver des solutions à un problème. Trouver des solutions à une taxe sur du carbone, ça va être d'abord externaliser son coût là où je peux et où ça revient moins cher. Ça va être faire de l'innovation fiscale et faire de l'optimisation fiscale. Ça va être faire du marketing. Du marketing, c'est-à-dire comment je fais passer la hausse de prix qu'on m'a foutu en amont en renforçant ma marque. Qu'une pompe Nike coûte 50 € de plus, on s'en fout. L'important, c'est d'arriver par la communication. Donc, l'innovation est un champ extrêmement vaste qui ne répond absolument pas de manière immédiate et rapide à tous ces enjeux. Donc, le résultat, et je termine là-dessus, c'est qu'on a un paquebot monde aujourd'hui qui émet toujours plus de carbone année après année.
La France également dans son bilan, quand on regarde les courbes sur le territoire, elles ont l'air de commencer à baisser, mais quand on regarde l'empreinte, y compris le carbone importé, etc., on voit très bien que tout ça ne bouge pas, on n'est absolument pas dans les délais, on évacue des questions essentielles autour de la gouvernance de ce système, on se refuse à rentrer dans l'architecture même de l'économie, du territoire que l'on veut produire, etc., etc. Voilà, donc je sais que j'ai été trop long. C'est pas grave. Merci Olivier d'avoir posé toutes ces, en tout cas, tes idées, notamment autour de ces croyances. Antonin, je te laisse à la fois rebondir et puis à la fois, lors de notre discussion, tu m'as souligné à quel point il était nécessaire peut-être de recadrer des externalités vers ce que tu appelles en tout cas le processus d'externalisation. Est-ce que tu peux expliquer ça? Je vais revenir, je vais parler de ça puisque c'est effectivement le point principal que je voudrais vous présenter et qui correspond tout à fait à ce qui a été dit tant en introduction par Madame Brouès que à l'instant par Olivier Passé. Je voudrais revenir sur cette relation entre l'économie et le vivant. Ça a été dit dans la salle au début. C'est effectivement deux sous-systèmes, un système plus interdépendant, la biosphère, et on peut juger que le système le plus important, c'est bien sûr le vivant, dont l'économie n'est qu'un sous-système. Mais l'économie, la discipline économique, peut-être les acteurs économiques pensent les choses d'une autre manière, une manière un peu bizarre, c'est de voir l'économie comme le système principal et le vivant comme un système extérieur. C'est là où intervient cette notion d'externalité, qui est due effectivement à Cécile Arthur Pigou, qui consiste à dire qu'il y a des choses qui ne passent pas par ce système économique, mais qui sortent de ce système économique et qui ensuite font retour sur lui. Et donc, c'est par exemple des pollutions qui ne passent pas par le système de prix, qui ensuite vont impacter, qui vont toucher des gens et vont effectivement causer des morts. Donc ça, c'est la question des externalités. Et Pigou et la discipline économique après lui, jusqu'au rapport Tirole-Blanchard, proposent comme solution à ce problème d'internaliser les externalités. Et je crains malheureusement que cette conférence soit aussi sous le signe de cette internalisation des externalités, puisque la plénière 2 est appelée « Comment intégrer les coûts cachés écologiques et sociaux ». Et c'est un petit peu cette idée-là, c'est-à-dire finalement on va réussir par des systèmes de prix, de faire en sorte que les acteurs intègrent les coûts qu'ils font porter sur d'autres choses. Moi, ça me paraît être une vision assez restrictive du problème, puisqu'on ne s'interroge pas dans cette vision-là sur la provenance des externalités. Et en fait, s'il y a externalités, elles ne sont pas là de toute éternité, elles ne sont pas là de manière naturelle, elles sont là parce qu'il y a un processus social et économique construit qui entraîne ces externalités. Et ça, c'est le processus d'externalisation, c'est-à-dire le fait que des acteurs économiques privés cherchent à faire porter des coûts sur d'autres types d'acteurs. Et le premier qui a mis en évidence ce phénomène, c'est un économiste autrichien qui s'appelle Carl Wilhelm Kapp. Et donc, peut-être que l'an prochain, nous aurons aussi une fête sur la propriété intellectuelle, mais peut-être aussi une fête à Kapp. J'encourage tout le monde à lire les ouvrages de Carl Wilhelm Kapp qui ont été traduits en français au début des années 70 par Ignace Isaacs, présentés par Ignace Isaacs, et qui ont été réédités récemment par l'Institut Veplen. Donc, qu'est-ce que nous dit Carl Wilhelm Kapp? Il nous dit, il y a le calcul économique privé, qui est ce qui a été dit, c'est-à-dire on cherche à faire du profit, et tous les moyens sont bons pour faire le profit. L'idée libérale, c'est que ça entraîne finalement la société vers un mieux. L'idée de Kapp, c'est de dire on est en train de déplacer des coûts qui étaient portés par un certain nombre, par l'entreprise, des coûts par exemple de reproduction de la force de travail, de son activité du capital, sont en fait passés à d'autres acteurs. Et donc passés à d'autres acteurs économiques, mais aussi passés sur le vivant. Et donc on déplace les coûts, et ça c'est ce processus-là qui est le processus d'externalisation. Et donc c'est extrêmement important de comprendre ça, et de comprendre que ce qu'on a, c'est on a en fait un système qui, en cherchant à optimiser à l'intérieur d'un calcul économique privé le profit, crée en fait des externalités. Et le problème, c'est certes de résoudre, entre guillemets, ou de supprimer les externalités déjà existantes, mais c'est aussi d'éviter que, ce faisant, on arrive à recréer de nouvelles externalités, de recréer de nouveaux problèmes environnementaux dans d'autres dimensions dont aujourd'hui on n'a pas idée. Et ça, c'est véritablement
pour moi un problème essentiel pour éviter que les transitions que l'on va conduire, avec les difficultés qui ont été évoquées, eh bien, ne participent pas à créer d'autres types de problèmes. Donc voilà, passer du regard de la question de l'externalité à la question de l'externalisation pour se rendre compte que ces externalités sont socialement construites et sont intégrées même par le fait que le système repose sur la poursuite du profit par les acteurs. Merci Antonin, c'était très clair. Et donc, ce que tu nous invites vraiment à faire, c'est plutôt que de faire la chasse aux externalités, c'est plutôt de s'interroger sur ce qui nous conduit continuellement en fait, à repousser le problème, à le décaler. Et donc, c'est ce que tu appelles le processus d'externalisation. On pourrait même d'ailleurs trouver un autre mot que processus pour voir finalement comment nous, en tant qu'êtres humains, nous avons tendance à cacher sous le tapis ce qu'on ne veut pas voir. Hajar, tu es militante, notamment sur les questions d'écologie populaire. La question du vivant t'intéresse beaucoup, et pas simplement sous l'angle de ce qu'on appelle la nature. D'ailleurs, Benjamin, je reprends notamment ces distinctions culture-nature dont tu parlais. Hein, je veux dire, réduire la nature aux arbres ou aux parcs, alors qu'en fait, on baigne dedans et on en fait partie. Nous sommes la nature, me semble aussi important. Comment tu réagis par rapport à ce qui venait de dire et comment tu le lis avec tes propres combats, les propres luttes que tu mènes au sein des mouvements activistes? Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, j'aimerais réagir effectivement aux propos des deux intervenants, mais aussi aux propos de la plénière. Lorsque Taoufik, effectivement, tu as interrogé les gens, il y a eu des choses qui sont revenues, mais il y avait un mot qui n'est pas revenu, et je trouve ça dommage, et c'est la question du choix. Je trouve qu'on retrouvait la question du choix en filigrane dans les propos des deux intervenants. On a parlé de construit social, on a aussi parlé de croyances, mais la question du choix, ça permet de repolitiser la question écologique, selon moi, et les enjeux qui en découlent. Et je pense aujourd'hui que, par exemple, le processus d'externalisation, comme vous l'avez très bien dit, c'est un construit social et ça découle de choix politiques. Et pour moi, aujourd'hui, c'est le pouvoir politique qui permet aux entreprises de continuer à polluer. Il n'y a qu'à voir, par exemple, les accords de Kyoto qui ont permis justement aux États de discuter de cette question et d'en venir à décider sous un système économique ultra-productiviste et qui est caduque, qu'il y a des alternatives et que l'alternative, c'est la question des externalités. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, j'insiste sur la repolitisation du sujet parce que, d'une part, ça permet de nommer le problème, parce que souvent, on peut, et je parle en mon nom aussi, avant de m'engager dans cette lutte, on va dire, pour moi, c'était des sujets trop techniques, trop vagues, et une fois que j'ai repolitisé le sujet, je me suis rendu compte qu'on pouvait se réapproprier la chose et que ce n'était pas une nébuleuse extérieure à moi. Donc, j'ai réintroduit l'écosystème en moi et autour de moi. Et ça permet aussi, en fait, d'engager plus de monde dans ce combat et de faire comprendre aux gens que autoriser les entreprises à continuer à polluer, c'est reconnaître que la nature reconnaître que la nature a été rendue, est devenue un espace artificiel pour les personnes qui autorisent cette pollution, et que cet espace artificiel est tout aussi artificiel que l'espace politique, et que donc il y a des enjeux politiques qui s'y orchestrent. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a nommé la bête noire, on arrive plus facilement à lutter et à plus seulement s'attaquer à des choses trop techniques. Et moi, je pense que, en fait, depuis que le marché carbone est devenu autant omnipotent, on a constaté un recul assez flagrant des acquis sociaux, une explosion des inégalités sociales également,
parce que, et ça je rejoins donc la question des croyances, moi j'aime beaucoup le terme de croyance, mais j'aime tout autant le terme de représentation et des représentations choisies, parce que les croyances c'est individuel et les représentations c'est quelque chose qu'on impose au collectif. Et donc, concernant le marché carbone qui est devenu omnipotent, moi, je pense qu'autoriser les entreprises à continuer à polluer, c'est se raccrocher aux représentations un peu du XXe siècle ou même avant, qui sont que le monde est un monde aux ressources inépuisables et qu'on peut maîtriser. Et un monde qu'on peut maîtriser, c'est une population aussi qu'on peut maîtriser. Et donc, tout ça, ça a permis de taire un certain nombre d'inégalités ou alors de faire fi de ces inégalités qui explosent et de se dire que de toute façon, le monde est maîtrisable et que c'est pas grave s'il y a la pauvreté qui explose ou des choses comme ça. Moi, je me suis posé la question si, en raison du fait de taire ces inégalités qui explosent, il y a aussi une volonté d'affaiblir les forces démocratiques en autorisant donc les entreprises à polluer. Est-ce que c'est une volonté consciente ou inconsciente? Je pense que ça dépend des gouvernements qui sont en place, mais la question, elle se pose. Est-ce qu'on a envie, en fait, de continuer à taire ces inégalités et donc de continuer à taire la contestation populaire pour justement continuer à polluer? La question, elle se pose et je n'ai pas de réponse à juste titre, mais je pense que quand on voit, par exemple, le durcissement de certaines politiques qui criminalisent certaines populations, la question, elle se pose très, très justement. Et je reviens sur le XXe siècle parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées à ce moment-là. On a commencé à exploiter le pétrole, notamment au Moyen-Orient. Et parce que je suis militante, mais je suis aussi étudiante en études postcoloniales. Et en fait, j'ai l'impression qu'au XXe siècle, en Europe, on a commencé à se dire, tiens, il faudrait avoir un droit de regard. La gauche européenne se disait, il faut qu'on ait un droit de regard sur l'exploitation des ressources. Mais dans le même temps, on partait donc au Moyen-Orient pour exploiter le pétrole et on s'appuyait sur les élites locales pour l'exploiter. Et en fait, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on a une conscientisation sur le territoire européen, mais en même temps, on a ce paradoxe on a le droit d'aller piller ailleurs. Et on en a parlé au point d'introduction, c'est que ces problématiques-là, elles ne touchent pas seulement donc, les pays occidentaux, elles touchent tout le monde. Et il faut aussi se poser la question, donc effectivement, les droits qu'on s'octroie ailleurs. Et je trouve ça intéressant en fait qu'on ait utilisé cette stratégie d'exploitation, de travail avec les élites locales, parce que ça montre qu'on a toujours eu cette ambition, cette volonté justement de saper l'opposition populaire en s'appuyant sur des puissances ancrées. Et je refais un retour sur l'Europe parce que on a exploité le pétrole, mais il y a eu le choc pétrolier dans les années 60 et très rapidement, on s'est rendu compte que l'exploitation l'autorisation qu'on s'est octroyée ne pouvait pas perdurer et donc on a réintroduit des lois du marché qui avaient pour vocation de favoriser la croissance et donc de diminuer ces externalités négatives. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé encore une fois à rejouer sur les représentations parce que pour moi, ça a été un cadeau empoisonné dans le sens où on a voulu relancer la croissance, mais en même temps, en fait, on a dit aux ménages, écoutez, là, c'est le choc pétrolier, ça ne va plus du tout, il faut retravailler, il faut réinjecter du capital. On va réguler tout ça et en fait on a fait semblant de réguler les choses, je trouve, mais en même temps ça a été un cadeau empoisonné dans le sens où on n'a pas vraiment régulé, on a plus contrôlé pour pouvoir mieux exploiter. Et je pense que j'ai fait le tour parce que je voulais rebondir sur d'autres choses, mais je pense que j'ai fait le tour et je ne vais pas monopoliser la parole davantage. Tu ne monopolises pas, mais il va y avoir un échange. Merci. Antonin,
Olivier, est-ce que vous avez envie déjà de réagir l'un et l'autre par rapport à ce que Hajar vient de dire? Est-ce que vous avez des... Oui, on a un temps pour ça, puis on va ensuite passer le micro. J'ai une question à poser à l'organisation. Voilà. Alors, je tiens quand même à dire qu'on a commencé en retard, donc on nous prend du temps de parole. Donc, on va essayer, pardon, je devais vous demander ça, ouais, si vous arrivez à faire bref, comme ça on peut refaire un tour avec la salle, mais je vous laisse réagir. Non, mais Hajar, ça marche, oui. Le mot représentation, moi, me va extrêmement bien. C'était exactement ça, c'est-à-dire qu'on est dans des systèmes boîte noire qui ne permettent pas de poser sur la table la représentation que l'on met en débat, et d'ailleurs qui est extrêmement difficile, il faut le dire, à définir. C'est un investissement considérable que de se faire cette représentation en positif et pas simplement en implicite. Et effectivement, bon, là aussi, avec ce qui a été dit tout à l'heure, moi j'avais l'image de la patate chaude quand tu parlais, c'est-à-dire effectivement tout le système du point de vue institutionnel, du point de vue de sa gouvernance, est fait pour repousser, externaliser. Alors tu disais cacher sous le tapis, mais effectivement on le voit il y a constamment. Alors je voulais juste faire un point parce que tu as posé une question au début, à quoi ça fait penser économique et vivant? Donc, je vais assumer, moi ça me fait penser à mon père, qui a écrit dans les années 70 l'économique et le vivant, et qui est un pionnier de la bioéconomie. Et effectivement, ça m'a aidé à comprendre, parce que pour lui, aborder ces questions, ce n'était pas l'économie, ça a été des années de travail pour s'emparer de la question biologique, physique, etc., visiter toutes les autres disciplines. Et j'allais dire, il y a une énorme paresse aujourd'hui dans l'abord de cette question. Et je le vois bien du côté des économistes. C'est que se faire une représentation, construire une représentation, se poser en architecte, essayer de maîtriser ce que sont les empreintes véritables, ce que sont les risques en voulant agir bien, de provoquer un autre désastre, ce que tu évoquais également. C'est un travail qui est considérable, qui est soumis à un risque d'erreur considérable, donc qui devrait mobiliser une quantité de connaissances considérable et être soumis à débat, à discussion permanente. Et donc voilà, je m'arrête juste là, mais le mot représentation, il me va non seulement très bien, mais justement, moi je suis en défaut de représentation. Et donc, à partir de là, on est en défaut de débat démocratique, parce qu'il n'y a débat démocratique que lorsqu'on soumet une représentation, un projet, à discussion. Et je ne dis pas que ce projet n'est pas amendable ou que quelqu'un connaît la réponse, mais il faut au moins le poser. Voilà. Merci. Et Antonin, avant de te laisser réagir, ça me fait penser qu'au mois de janvier, j'intervenais cette fois-ci dans une conférence dont le titre était la numérisation, un projet politique qui ne dit pas son nom. Et en fait, tant qu'on n'a pas mis sur la table le projet politique qui sous-tend la numérisation, on ne peut pas débattre. On se contente de faire de l'inclusion numérique, on se contente de créer des postes d'aidants, on se contente de vanter les mérites et les vertus de la numérisation, mais il n'y a pas de débat démocratique possible parce que c'est technique, comme tu disais justement, Hajar. Antonin, avant de passer la question à la salle, avant de passer le micro à la salle pour des questions ou des remarques, est-ce que tu as envie de réagir? D'autant plus que ton temps de parole a été plus court que celui de tes deux camarades de la matinée. Je voulais réagir sur cette question de représentation, parce qu'il y a un autre livre plus récent de René Passé, qui je crois s'appelle « Les grandes représentations du monde de l'économie », qui est long, mais que je conseille à tout le monde de lire également. Et effectivement, moi, je travaille plutôt sur les représentations de la discipline économique, de la théorie économique, donc, comme je l'ai dit, qui a ses défauts. Et il y a la difficulté d'inventer effectivement de nouvelles représentations qui soient congruentes à la nouvelle relation qu'on souhaite avoir avec le vivant, où effectivement, nous ne sommes plus, c'est plus quelque chose qui est extérieur ou plutôt extériorisé, hein. C'était ce que j'ai défendu précédemment, mais où on est véritablement en relation avec ce vivant et où on arrive à prendre en charge nos propres coûts de reproduction du système économique et pas à les faire porter en fait sur la biosphère. Et ça, c'était la question qui effectivement était posée déjà dans l'économique et le vivant, et c'est une question qui malheureusement reste toujours actuelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas véritablement progressé sur ces questions qui ont été posées dans les années 70-80. Et donc, il y a encore un travail conceptuel, aussi un travail de réappropriation
de ces œuvres-là aujourd'hui pour penser le contemporain. Oui, et on va pouvoir passer le micro dans la salle. Ça fait penser au texte d'André Gortz dans les années 70 déjà, hein, et qui posait ces questions-là. Et des questions auxquelles on n'a pas répondu, effectivement, on a l'impression qu'on est passé complètement à travers. Je me retourne vers vous toutes et vous tous. Est-ce que vous avez des questions? Ce que je propose, voilà, c'est que vous ayez des questions plutôt courtes. Si vous avez des remarques ou des avis, on les garde pour la pause et pour les repas. Et n'oubliez pas de redonner votre prénom lorsque vous posez une question. Jacques à nouveau, voilà, je n'ai pas changé de prénom depuis tout à l'heure. Très bien. Moi, je voulais revenir effectivement sur le parallèle qui était fait avec la digitalisation. Je pense que vous pensiez notamment à l'ouvrage d'Éric Sadin, La silicolonisation du monde, et me dire si finalement la problématique qu'on a sur la représentation, sur ce qu'on veut faire du monde, si la raison pour laquelle on n'arrive pas à l'aborder, ce n'est pas un problème d'éducation citoyenne, de relation entre le technique, les modèles, la théorie et le réel de ce que l'on veut faire en termes d'organisation et de stratégie pour occuper finalement l'espace terre sur lequel on est. Aujourd'hui, on amène finalement on induit beaucoup de comportements à travers des modèles d'experts en fait, qu'on nous présente comme étant l'alpha et l'oméga, mais sans expliquer la relation entre des petites décisions prises de manière technique et les impacts que ça a sur des comportements après qui vont influer sur notre stratégie d'occupation d'un territoire au sein du système Terre. Et que ce soit sur le digital, que ce soit dans les réglementations européennes, que ce soit dans les normes comptables, que ce soit dans l'organisation des marchés, dans le système monétaire, ainsi de suite. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'éducation à la base? Merci pour la question qui était pertinente et très brève. Il n'y a pas de problème. Hajar, tu voulais répondre ou... Tu arrives à faire une réponse brève, comme ça on a des... Ouais. Alors moi, je pense qu'effectivement, il y a un problème d'éducation citoyenne et vous faites bien de le soulever. Je pense aussi qu'il y a un problème de système politique parce que dans le sens où, en fait, je trouve que par exemple, le système politique représentatif, aujourd'hui, on est sous une démocratie représentative, il a un problème d'espace et de territoire. Dans le sens où c'est toujours à court terme. Il y a les enjeux électoraux. On ne peut pas proposer un modèle qui soit pertinent. Et si on ne peut pas proposer de modèle qui soit pertinent, au même titre, on ne pourra pas proposer de modèle éducatif qui soit pertinent et qui réponde à une éducation sur le long terme. Moi, je pense que, comme vous dites, les modèles experts, ils sont très intéressants, très importants, mais ils n'auront pas vocation à perdurer et que l'avenir, il résulte effectivement En fait, il faudrait trouver une vulgarisation qui n'appauvrisse pas le propos. Et c'est tout le travail que font les militants d'écologie populaire aujourd'hui, parce que quand on parle d'écologie populaire, on ne parle pas uniquement aux classes populaires, même si c'est la cible privilégiée. Mais si on parle à cette classe aussi, c'est parce que c'est beaucoup de gens qui sont concernés en premiers abords. Mais le principe aujourd'hui de l'écologie populaire, c'est de rendre ces modèles experts et ces sujets techniques plus simples et plus faciles d'appropriation. Merci Hajar. On a une question ici de la part Sarah. Sarah. Par rapport, pour continuer sur cette question des représentations et de comment réussir à créer ces représentations pour penser d'autres modèles, qu'est-ce que vous pensez des outils comme les conventions citoyennes et ce qui a été fait sur le climat? Parce que je trouve que pour le coup, ce dispositif-là a eu ils ont réussi en tout cas à ne pas appauvrir justement le débat et à vulgariser, en tout cas présenter les choses de manière à ce que tout type de citoyens puissent le comprendre et se projeter dans des choses qui pourtant étaient très techniques. Merci Sarah, je pense que la question est très claire. Donc tu souhaites avoir un avis oui, sur ce qu'on pense. Tu veux pas qu'on pose On peut. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, allez, allons-y, prenons 3-4 questions. On a une question aussi, ici.
Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Ambroise. Enchanté, J'ai Ambroise. une question sur la manière de transformer les modèles, non seulement pour qu'ils soient appropriables par tout le monde, mais aussi pour qu'ils soient déclinables en règles, en choix collectifs. J'ai l'impression que l'économie réfléchit à écrire des règles, finalement, des modèles justement qui se convertissent facilement en règles. Alors que l'écologie, peut-être, elle construit plus des discours, hein, c'est même dans l'étymologie, elle décrit. Et c'est pas possible de transformer une simple description, même si elle est effrayante, même si elle parle des conséquences de nos actes. Comment faire pour que le travail d'écologie en tant que discipline scientifique soit plus facilement converti en règles de vie? Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté liée à la discipline scientifique elle-même, alors que l'économie, elle produit de la règle, finalement, par nature? Merci Ambroise. Donc, on a une première question de Sarah sur les conventions citoyennes, on a une deuxième question de Ambroise sur comment on arrive à des règles. On a une question de monsieur et on a une question de madame ici. Allez-y. Philippe, que pensez-vous des serious games pour faire le lien entre, par exemple, l'économie et le vivant, mais aussi le CO2 et le fait d'être en dessous de 2 degrés, etc. En fait, moi, je suis animateur, entre autres, de la fresque du climat, de la fresque de la renaissance écologique, d'Inventons nos vies bas carbone. Et par exemple, dans Inventons nos vies bas carbone, on explique qu'il faut impérativement tendre vers moins de 5 tonnes, voire 2 tonnes. Et donc ça, c'est un changement radical de vie. Enfin, bref, que pensez-vous des serious games pour développer des nouvelles façons de vivre, sachant qu'il y a aussi la fresque des nouveaux récits. Bref, et donc voilà, parce qu'en fait, la question, c'est comment déplacer sa zone de confort, parce qu'on est quand même dans une zone de confort qui n'est pas tenable, mais il faut en changer. C'est très clair, merci. Et j'ai une dernière question ici. Oui, une dernière, même rapidement, parce qu'il faut que dans 5 minutes, tout soit bouclé. Oui, j'avais une question, je ne sais pas trop comment la formuler, mais peut-être d'une façon simple par rapport au prix, à la question des prix, qui me paraît quand même assez fondamentale pour changer les comportements. Qu'est-ce qui pourrait faire que, par exemple, des aliments non bio, pour simplifier, coûtent 10 fois plus cher que des aliments bio? Tout simplement, je me dis que c'est le monde à l'envers, c'est-à-dire des produits qui rendent malade, on va dire, pour simplifier, bien sûr, sont accessibles à tous, alors que des produits, on va dire, sains et aux effets positifs pour leur écosystème sont inaccessibles. Et votre prénom? Sylvie. Merci beaucoup. Alors, en fait, on a 4 questions. Je vous propose d'en prendre une chacun et je vais, comme ça fera 10 de conclusion. Et Philippe, Sarah, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais lier vos questions qui, au fond, concernent les formes permettant aux citoyens, en se regroupant, de développer de nouveaux récits. Convention citoyenne pour climat, serious games, ça vous va? Ok, donc on a 3 questions. Choisissez votre question en guise de conclusion. Et on a combien de temps? 5 minutes. 5 minutes. 4 minutes? Ouais, 4 minutes. Donc 1 minute chacun. Voilà, bon courage. Hein. Si vous mettez 30 secondes. Non, mais moi, je vais réagir à 2 questions. Alors, je m'excuse, je ferai des réponses partielles. Sur la question des prix et de là, il y a une difficulté, malgré tout, qui est quelle est la part du budget qu'on veut consacrer à notre alimentation. Et est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à consacrer 50% de notre revenu à l'alimentation, comme ça peut être le cas si on fait une agriculture biologique, c'est peut-être ce vers quoi on va. Donc, on peut faire des transformations avec des prix, avec des taxes, etc. La question, c'est ça implique effectivement, je rejoins la question sur les CO2, ça implique des transformations telles qu'aujourd'hui, on le voit avec la hausse des prix de l'énergie, les gens gardent leur trajet et font des économies sur l'alimentation. Pour répondre à la question transformation des règles et sur la différence entre la discipline écologique et la discipline économique, je crois que la force de l'économie, qui est aussi son extrême faiblesse, c'est le fait d'être unidimensionnel. Vous avez des fonctions objectives qui sont liées à le prix monétaire, tout est évalué dans une seule métrique, et donc ensuite, vous pouvez avoir effectivement des règles très simples de gestion de ça. Ce que nous apprend l'écologie, c'est au contraire la multidimensionnalité.
le fait qu'il y ait tout un tas de réseaux, de circuits qui sont enchevêtrés. Et c'est effectivement beaucoup plus difficile d'aboutir à des règles de gestion ou même de vie en bonne intelligence avec ce type de système. Et c'est en même temps la faiblesse de l'économie de penser en termes d'unidimensionnalité, puisque ce qui ne passe pas sous son radar, comme je l'ai dit, est complètement détruit et entraîne donc une destruction accélérée du monde. Non, tu sais, je vais répondre pour te laisser le dernier mot, parce que tu auras peut-être des choses à dire sur ce que je vais dire. Donc je pense que c'est mieux qu'on ait le point de vue politique à la fin. Non, je vais répondre. Je vais répondre à mon impression groupée sur les questions en fait. Il y a eu le mot convention citoyenne. Qu'est-ce que je peux en penser? Alors, je vais parler de manière totalement subjective et peut-être provocante, et j'aimerais avoir le point de vue. Donc, effectivement, très bien, mais j'ai toujours une méfiance par rapport à cette idée qui est promue d'ailleurs par le politique de responsabilité du citoyen par rapport à ce changement, qui me paraît parfois une sorte de manœuvre de diversion par rapport à des individus qui ne maîtrisent pas, à qui on ne peut pas leur demander de maîtriser leur empreinte carbone. Je veux dire, même les modèles experts ne savent pas le faire. Et donc, j'allais dire, moi, ce que je vois, qui travaille plutôt sur les entreprises, je vois le poids des BlackRock, des fonds de gestion dans les choix d'investissement, je vois les modèles de gestion, je vois comment le paquebot capitaliste continue à avancer avec une force incroyable, la siliconisation du monde, etc., tout ce dont on parle, sur lequel je n'ai pas de choix. Et pendant ce temps, effectivement, on crée une sorte d'idée qui est toi, consommateur, tu vas changer le monde. Sauf qu'on ne connaît pas de révolution économique qui est drivée par le consommateur. C'est une question d'offre et de gestion de l'offre. Et je termine juste sur un point, prix et type de solution. La sphère économique, malheureusement, elle n'aime pas la règle, justement. Enfin, elle aime les prix, mais elle se refuse à la règle. Et là aussi, il y a une doctrine très, très forte qui est que la règle, c'est dégueulasse parce qu'en fait, c'est un impôt implicite de 100%. C'est vraiment affreux. Or, justement, les entreprises, elles, je peux vous le dire, elles préfèrent la règle au prix. C'est-à-dire que si vous pouvez doubler, tripler le prix de manière artificielle avec des impôts, à quel moment l'entreprise bascule? L'entreprise, elle basculera plus facilement si vous lui dites dans 13 ans, vous mettez fin au moteur carbone. Elle va prendre les décisions et elle sait que c'est synchrone. Elle n'aime pas y aller toute seule. C'est très compliqué pour une entreprise de se dire, je fais la bascule, mais les autres ne la font pas. Elle va retarder. Donc, c'est très compliqué le signal prix. Voilà. Et malheureusement, la sphère économique n'aime pas manager la transition écologique par de la règle. Moi, j'aimerais répondre à la question, aux deux remarques sur les Serious Games et la Convention citoyenne. Et du coup, je réagis à votre propos. Je suis d'accord pour dire qu'il y a une surresponsabilisation du citoyen et que je vois en celle-ci une tactique de diversion de la part du pouvoir politique. Mais je pense qu'en fait, on est en train de marcher sur des œufs dans le sens où il faudrait trouver un juste milieu entre réappropriation de ses droits économiques en tant que citoyen, parce qu'on nous les a, moi je pense qu'on nous les a retirés depuis longtemps, mais aussi délégation de certaines tâches aux forces politiques. Et je pense qu'aujourd'hui, tout dépend pour qu'une convention citoyenne marche, pour qu'un Serious Games ait effectivement l'impact qu'on a envie qu'il ait. Tout se joue dans le système politique qu'on veut, qu'on souhaite. Et je pense qu'aujourd'hui, on parle tous et toutes de démocratie représentative, mais elle n'a rien de représentatif. Et je pense qu'on est plus sur une démocratie électoraliste. Et je pense que l'avenir pour que des conventions citoyennes et Serious Games aboutissent et qu'on arrête de surresponsabiliser les citoyens, c'est un modèle hybride entre démocratie représentative, une vraie démocratie représentative et une démocratie participative. Après, reste à savoir si on a encore le temps. Je vous remercie tous les trois. Je vais conclure et laisser la parole en vous confiant quelque chose. Je fais plein de choses. Et avant-hier, j'ai tout juste été diplômé, à 36 ans, d'un programme de formation politique pour militants et activistes qui s'appelle l'Académie des futurs leaders. Je vous invite à regarder. Et on est 13, on a vécu une aventure incroyable ensemble. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que pour faire de la politique autrement, il fallait qu'on mette de l'amour en politique. Voilà.
Et j'en suis persuadé maintenant, et ce ne sera pas suffisant, mais il y a plusieurs programmes politiques de formation comme ça qui naissent. Il y a le collège citoyen, il y a le programme Investi. Donc on voit quelque chose qui naît, on voit un signal faible. La question que j'ai envie de vous poser, et avec laquelle je vous laisse, c'est comment est-ce que collectivement, on accompagne ces nouvelles formes d'investissement en politique avec ce juste milieu que tu décris, Hajar, à savoir là où nous avons nos endroits de responsabilité et là où nous déléguons un pouvoir sur lequel nous exerçons un contrôle. Puisque dans la Constitution, il est inscrit dans le préambule de la Constitution que nous, en tant que citoyens, nous devons exercer un droit de regard sur les décisions politiques. Dominique Rousseau, constitutionnaliste, m'a dit « Les premiers wokistes, c'était les pères de la Constitution ». Je laisse le micro, je vous remercie et avec les autres conférences, vous allez avoir l'occasion de pouvoir poser plein de questions. Merci à vous trois, merci à vous tous et tous. Je ne peux pas m'empêcher de rajouter mon petit grain de sel, moi qui essaye de raisonner sur le temps long. On a parlé de René Passé et d'André Gorz. Je rappelle, si par hasard quelqu'un ne les connaît pas, que Karl Polanyi et Nicolas Georgescu-Roegen me semblent des monuments pour envisager la question dont on parle aujourd'hui. Des monuments qui restent complètement vivants aujourd'hui, même en 2022, et je vous invite, pour ceux qui ne les connaissent pas, à les regarder.